Eddy Jacquemart. Oui, bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Eddy d'avoir accepté notre invitation. Eddy, tu es le président de la CNL, la Confédération nationale du logement. La CNL, c'est la première association de France des défenses des habitants. Hier soir, vous organisiez les auditions des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Vous leur avez présenté les 100 propositions et vous les avez interrogés sur leur programme, leurs engagements en matière de logement social et des droits des locataires notamment, mais aussi des demandeurs de logement social. Alors étaient présents à ces auditions, les représentants de Nathalie Arthaud, de Philippe Poutou, de Fabien Roussel, de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot et de Anne Hidalgo. Manquaient à l'appel les représentants de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron qui n'ont pas souhaité être représentés. En revanche, vous n'aviez pas fait le choix d'inviter l'extrême droite. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ? Oui, donc dans le cadre de ces états généraux des habitants, nous n'avons pas voulu inviter l'extrême droite parce qu'en fait, ces partis-là tiennent des propos stigmatisants vis-à-vis des populations, notamment qui vivent dans le logement social. Je rappellerai que pour l'un d'entre eux, dont le nom commence par Z, nous avons porté plainte contre lui puisqu'il a tenu des propos injurieux à l'égard des 11 millions d'habitants qui vivent en HLM. Et pour nous, c'était intolérable qu'on puisse débattre avec des gens qui stigmatisent, qui veulent monter les gens les uns contre les autres. Donc là, nous, on a fait le choix de cela. En plus, l'association, la CNL est une organisation de progrès social et sociétal, a des valeurs, et ces partis d'extrême droite sont totalement à l'opposé de ce que nous, on défend au quotidien près des familles. Alors, la France compte entre 70 et 80% de personnes éligibles au logement social. Il y a plus de 2 millions de demandeurs en attente d'un logement social. Pourquoi, alors que le logement est le premier poste budgétaire des ménages, ce sujet n'intéresse-t-il pas? Ou plutôt, pourquoi est-ce que la question du logement n'est-elle pas débattue à l'occasion de cette élection présidentielle? L'élection présidentielle, enfin la campagne de l'élection présidentielle, elle est polluée par des débats, pour moi, stériles, justement sur les problèmes d'identité nationale, etc. Et on veut cacher les vrais problèmes, on ne veut pas débattre des vrais problèmes des Français, alors que le logement est la base de tout, puisque quand on n'a pas de logement, on n'a pas de santé, on n'a pas de travail, on n'a pas d'épanouissement personnel, etc. Donc le logement, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi le logement ne rentre pas dans la campagne électorale de façon assez pointue. Et nous pensions, nous, et c'est pour ça qu'on a organisé les états généraux du logement, enfin de l'habitat à la CNL, parce qu'il est important que les politiques, les candidats, que ce soit l'élection présidentielle ou l'élection législative au mois de juin, qui arrivera très vite, eh bien, ils entendent la voix. Alors, on fait un peu un jeu de mots là-dessus. La voix, on peut écrire de deux façons, mais c'est vrai que les habitants doivent bien comprendre que le bulletin de vote qu'ils vont mettre dans l'urne au mois d'avril ou au mois de juin aura des conséquences directes sur leur quotidien. Sur leur quotidien. On voit bien aujourd'hui le bulldozer du quinquennat Macron sur le logement social, hein, donc 5 ans de Macronie dans le logement social, ça, c'est un vrai désastre. Donc, ça a des conséquences directes. On va Alors, revenir sur les auditions des 6 représentants hier, mais vous avez, vous, travaillé un cahier des charges, ou en tout cas 100 propositions qui sont mises dans le débat public. C'est quoi pour vous les premières urgences, les premières mesures que devrait prendre un président de la République à la hauteur des exigences qui sont celles de la CNL? Alors, la première urgence, c'est de réaugmenter tout de suite les APL. Les APL, elles ont subi dans le quinquennat Macron une coupe sombre, un total sur les 5 ans, un chiffre astronomique, une baisse de 15 milliards cumulés. 15 milliards d'APL en moins, ça c'est le résultat du quinquennat Macron. Donc la première mesure urgente pour un président de la République élu au soir du 24 avril, c'est de tout de suite augmenter de 30% à la fois le montant des APL et de rehausser les plafonds d'accès à l'APL, parce que vous savez, l'APL, il faut vraiment gagner autour de 1 000 euros. Un smicard quasiment n'a pas d'APL, n'a pas d'APL. Donc ça veut dire que, voilà, une mesure tout de suite urgente,
le 25 au matin, on majore l'APL et surtout, on arrête toutes les mesures qui ont été prises sous le quinquennat Macron, notamment la ponction qu'on a fait, donc c'est un petit peu technique, mais la ponction qu'on a fait dans les organismes sociaux, qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, qui n'a rien à voir avec la solidarité, ça a ponctionné des milliards d'euros dans les caisses des HLM, qui les a obligés à trouver d'autres stratégies, et notamment de reculer sur des plans de rénovation. Donc, c'est bien du quotidien des habitants dont on parle là. Voilà. Première mesure, l'APL. Alors, hier, vous avez rencontré les 6 représentants de la gauche et des écologistes. Est-ce qu'il se dégage comme une sorte de consensus à gauche sur les questions de logement et sur les propositions que vous mettez, vous, dans le débat public, ou est-ce qu'il y a des points de tension, de dissension, des divergences entre ces représentants? Je dirais majoritairement, il y a un consensus sur, sur les propositions de la CNL, je dirais, sauf un candidat qui en fait, veut toujours atténuer les propositions, les nuancer. Voilà, donc il y a un candidat quand même qui reste quand même un petit peu il n'est pas opposé, mais il est toujours dans la nuance pour ménager la chèvre et le chou. Alors, Pour avoir été là aujourd'hui, hier soir, tu parles du socialiste, hein, enfin du représentant de la candidate voilà, le socialiste Anne représentant Hidalgo. d'Anne Hidalgo qui a été le plus nuancé en fait de tous les candidats. Les autres, ils ont toujours, alors avec plus ou moins de verve, ont tenu davantage les propositions de la CNL, avec quelques nuances évidemment, hein, voilà. On n'est pas forcément d'accord sur les chiffres de construction parce que là aussi, quand vous m'avez demandé la première mesure à prendre, moi j'ai parlé de la PL parce que la PL, ça peut se Bien sûr, il y a prendre la construction de rapidement. logements derrière. Voilà, mais la deuxième mesure la plus importante, mais là, c'est des choses qui vont se faire sur le temps, sur le long terme, c'est la construction massive de logements sociaux. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne s'en sortira pas. Et le bilan Macron, il est une catastrophe là-dessus, puisqu'on est en dessous, là en 2021, on est en dessous des 100 000 logements construits. Et d'ailleurs, il y a un candidat hier soir qui l'a exprimé, c'est le représentant du Parti communiste, qui disait, ben, en fait, là, on avait un gouvernement ni de droite, soi-disant, ni de gauche, et finalement, au niveau construction, eh bien, ils n'ont rien construit, aussi bien pour l'accession à la propriété que pour le logement social. Alors qu'habituellement, les gouvernements de gauche sont plus constructeurs de logement social et les gouvernements de droite sont plus constructeurs d'accession à la propriété. Voilà. Mais là, lui, en fait, il n'a rien fait, quoi. Et donc, la crise du logement, qui est quand même une crise majeure dans notre pays depuis plus de 40 ans, eh bien, il n'y a rien, mais je dis rien, qui a été fait sous ce quinquennat pour la solutionner. Hier, parmi les témoignages que vous avez diffusés lors de ces auditions, il y a eu celui d'un élu local à la campagne et qui disait, lui, au contraire, être très demandeur, très volontaire, en tout cas, pour construire du logement social, mais il expliquait sa difficulté à y construire, à faire venir les bailleurs sociaux. C'est quoi les propositions de la CNL pour inciter justement les bailleurs à investir dans les zones rurales où les élus ont parfois envie d'attirer aussi des populations nouvelles qui sont éligibles au logement social? Et surtout, est-ce qu'il faut construire du logement social partout, sur tout le territoire français? Alors oui, je pense qu'il faut construire partout, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas construire et puis laisser les logements vacants. Donc il faut aussi imaginer les choses dans un contexte d'organisation du territoire en mettant aussi, en mettant aussi de l'emploi. Parce que si vous construisez du logement social dans des zones où il n'y a pas de bassin d'emploi, eh bien évidemment, ça ne servira à rien. Donc, je pense qu'il faut construire, mais il faut le réfléchir dans une perspective plus globale en faisant, en mettant en fait des aides pour l'implantation des entreprises, des zones franches dans ces zones-là, et puis surtout aider les communes à redonner aussi de la vie dans les centres des petits bourgs, hein, parce que on voit beaucoup de reportages, notamment où il y a des endroits où il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de tabac, etc. Et que c'est
communes essaient de se battre contre cette Gratification, désertification qui est flagrante dans certains endroits. Mais oui, il faut construire partout. Alors là, Pierre, enfin, vous venez de parler d'un élu qui était plutôt, qui voulait du logement social, mais il y a aussi des élus qui ne veulent pas de logement social sur leur commune et qui ne veulent pas se plier aux objectifs de la loi SRU, donc qui veut que sur chaque commune, il y ait au moins 25% de logements sociaux. Euh, comment est-ce qu'on fait pour contraindre justement ces élus? C'est quoi les outils que vous proposez, vous, à la CNL? Alors, il y a l'outil technique, hein, qui est un outil de prendre en fait la main, que les préfectures prennent la main sur les permis de construire. Ça, il y a plusieurs candidats qui l'ont proposé et je pense que c'est une bonne idée. Mais moi, je pense que c'est un problème politique aussi. Et je pense que la solution politique, c'est de rendre inéligibles les maires qui ne respectent pas la loi SRU pour des raisons volontaires, hein, puisqu'il y a il y a des communes qui ne peuvent pas atteindre la construction parce qu'ils ont des problématiques de terrain ou ils ont des problématiques particulières. Et souvent, donc, ces communes-là sont exonérées de l'amende. Mais ce qui est quand même assez hallucinant dans ce pays, c'est qu'on puisse s'exonérer de respecter une loi en faisant payer une amende par le biais des impôts des contribuables. Alors là, moi, je trouve ça scandaleux et je pense qu'il faut qu'on ait des sanctions plus fortes et c'est un problème politique, c'est un manque de volonté politique, c'est un manque de respecter le pacte républicain puisque la loi, elle a été votée en 2000, on est en 2022 et là, les dernières dispositions législatives qui ont été prises avec la loi 3DS, on la prolonge, la loi. Alors nous, on est content qu'on la prolonge, qu'on n'arrête pas le dispositif, mais on devrait arrêter de la prolonger. Et le but d'une loi, c'est qu'elle soit appliquée. Et là, c'est un véritable aveu d'échec de se dire qu'aujourd'hui, on soit obligé de prolonger une loi qui a été votée en 2000 alors qu'il y a encore des gens, des maires, qui ne la respectent pas volontairement. Je dis même volontairement, puisque certains d'entre eux, alors ils font un peu attention parce que là, la CNL, on surveille ça de près, mais utilisent quelquefois dans leur profession de foi ou dans leur propagande électorale avant l'élection, en disant, moi, je ne construirai pas de logement social. Le logement social, c'est le pacte républicain, la loi SRU, c'est le pacte républicain. Un maire qui ne la respecte pas, il ne doit pas pouvoir rester éligible à terme. La CNL, dans le paquet des 100 propositions, fait cette proposition d'inscrire le droit au logement dans la Constitution. Alors hier, il y avait un des représentants des candidats à l'élection présidentielle, celui de Nathalie Arthaud, qui disait en grosso modo, cette proposition, c'est un gadget, ça ne servirait à rien. Quand on voit l'inefficacité justement du droit au logement opposable, est-ce qu'on peut véritablement lui donner tort? Est-ce que vraiment c'est une option, une solution concrète qui changera radicalement la donne? Alors, moi, je pense que c'est important que ce soit inscrit dans la Constitution pour rééquilibrer les choses. Parce qu'actuellement, dans la Constitution, il y a le synchro-saint droit de propriété qui pèse très lourdement sur notre Constitution. Et c'est de là, en fait, où, par exemple, on va pouvoir prendre des arrêtés d'expulsion, puisqu'on va défendre en priorité le droit de propriété. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses, mais il faut rééquilibrer les choses. Et en remettant à même niveau le droit au logement et le droit de propriété, on va rééquilibrer les choses. Et ce n'est pas du tout un gadget. Ça permettra justement de mener des actions juridiques ou de bien dire que le droit au logement est aussi important que le droit de propriété. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que tant que dans ce pays, le logement sera sur des présentoirs des banques comme un outil de placement ou de défiscalisation, on ne résoudra pas la crise du logement. On a une dernière question, Eddy. Avec la guerre en Ukraine, la France devrait accueillir près de 100 000 réfugiés. On entend déjà l'extrême droite et une partie de la droite d'ailleurs accuser l'État de privilégier les étrangers sur les demandeurs de logement social français. Comment la CNL se positionne par rapport à cette question? Alors, nous, en fait, on n'oppose pas les gens entre eux. On dit qu'il faut accueillir tout le monde, et y compris
je vais dire, presque aussi les réfugiés de la rue. Parce que c'est vrai qu'il faut accueillir, on est sur une universalité de l'accueil des réfugiés. Et on profite aussi de dire à ce gouvernement, mais oui, en effet, si vous accueillez des étrangers dans le cadre de réfugiés de guerre, et ce qui est tout à fait normal pour un pays comme la France, d'accueillir les réfugiés, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, parce que là on parle des Ukrainiens, mais il n'y a pas que les Ukrainiens qui fuient la guerre ou la répression de leur pays. Donc nous, on est pour un accueil universel des réfugiés, mais n'oublions pas aussi nos réfugiés de chez nous, qui sont les réfugiés de la crise économique, qui vont être expulsés aussi au 1er avril. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision globale. Et on a d'ailleurs fait un communiqué de presse en ce sens-là pour interpeller la ministre du Logement, Emmanuelle Vargon, en disant, compte tenu de la situation très particulière qu'on vit actuellement avec une post-crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique, malgré que le taux de croissance il augmente. Mais on sait très bien que ça ne profite pas à tout le monde et qu'il y a des familles, et je l'ai dit hier notamment, qui ont fait le choix de payer le loyer au détriment d'autres dépenses comme des dépenses de santé. On a beaucoup de gens qui résilient leur mutuelle, il faut le savoir. On a des gens qui ne mangent plus et qui vont faire la queue au Resto du Cœur ou à d'autres secours populaires ou à toutes les banques alimentaires possibles et inimaginables, hein, ou qui ont aussi la solidarité de voisins ou de familles. Et donc, mais il y a des gens qui ne pourront pas continuer comme ça longtemps et qui vont se retrouver, et on a des familles qui se retrouvent avec des impayés de loyer parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer éternellement. Et donc, ces gens-là, il faut aussi pouvoir les maintenir dans le logement et pas les mettre à la rue. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir globalement à l'accueil des réfugiés de façon universelle, quel que soit le pays d'origine, mais aussi penser à nos familles françaises qui sont en difficulté. Il ne faut pas opposer les gens. Justement, c'est ça qui ne marche pas dans la campagne électorale, c'est que beaucoup de candidats opposent les gens entre eux. Nous, on n'est pas pour opposer les gens entre eux, on est pour l'universalité des dispositifs. Merci Merci beaucoup, Eddy. beaucoup, Et Eddy. pour ceux qui voudraient retrouver les auditions, elles sont à consulter sur le compte YouTube de Regard de la CNL, mais aussi sur nos pages Facebook, CNL et Regard compris. Et puis, je crois qu'un comparateur de programmes sera disponible, sera réalisé par la CNL et il sera également consultable sur le site internet de la CNL et également diffusé dans le numéro d'avril de la revue du magazine Logement et Famille. Merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup à Regard. Au revoir.